Donc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir avec Loïc Stéphanie Lesage, qui est cofondatrice et CIO d'Oxford Silk Technologies. Alors, Stéphanie est ingénieure en biomatériaux et elle est surtout donc la cofondatrice et CIO d'une remarquable start-up qui est basée à Oxford au Royaume-Uni. Bonjour Stéphanie, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Merci de Bonjour m'accueillir. Stéphanie, Ah, c'est un plaisir. Bonjour. Bonjour. enchanté, on est ravis de vous recevoir. Et moi aussi, c'est toute première édition. En plus, merci de cet honneur. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors Stéphanie, est-ce que vous pourriez nous présenter donc Oxford Silk Technologies en une phrase et votre équipe? Oui, donc Oxford Silk Technologies ou OSPT, son petit nom, hein, c'est une start-up que nous avons démarrée en janvier 2020. Nous développons un tout nouveau genre de biomatériaux antibactériens à base de bactériophages et de protéines de soie qui visent à réduire le risque d'infection qui affecte les implants chirurgicaux. L'équipe, donc nous avons une équipe de base de 5 pour le moment, qui comprend 2 salariés puisque j'y travaille avec Dr Laure Magnan, qui est notre chef scientifique principal, qui est également française et je dois préciser qui est également bretonne. Hein. Et mon cofondateur est James Gilbert, qui est un chirurgien vasculaire de l'hôpital universitaire de Oxford. Et puis notre conseil d'administration comprend un président, David Lasker-Pooley, qui est un pharmacien de formation, mais qui a vite bifurqué en entreprise, donc qui a une grande expérience de start-up comme de multinationales. Et puis enfin, notre premier investisseur, Ian Bingham, qui est un avocat spécialisé dans le droit des brevets. C'est une équipe très multidisciplinaire, avec des gens brillants que je connais depuis certains 10 ans, en fait. Et c'est vrai qu'un des avantages de créer une entreprise, c'est de pouvoir choisir son équipe, justement. Superbe. Tu m'interromps quand tu veux, Loïc. Hein, parce qu'on va, pour ceux qui ne connaissent pas encore le podcast Épistémé Entrepreneur. Donc, c'est un podcast dont la mission est de donner la parole aux scientifiques entrepreneurs qui auront créé leur start-up dans le domaine des deep tech, dans tout secteur confondu. Donc, avec Loïc, on va leur donner la parole et pour qu'ils partagent avec nous leur expérience et surtout avec les plus jeunes pour qu'ils leur donnent envie d'entreprendre dans ce domaine d'innovation et de rupture. C'est ça, en fait, on veut donner la voix à tous les scientifiques, doctorants, postdocs, qui auraient la démangeaison de valoriser leurs recherches. Donc, parfois des personnes, souvent des personnes brillantes, qui peuvent, peu ou prou, ne pas forcément entamer des carrières classiques au sein de grandes institutions, surtout en France comme le CNRS ou l'université, et qui sont désireux d'entreprendre et d'exploiter leur recherche et leur travail autrement que dans l'académie, au sens académique du terme, pour participer à cette formidable aventure qu'est l'entreprise et créer des startups deep tech, entre guillemets, avec de véritables technologies révolutionnaires et très innovantes. Voilà, donc c'est se faire le lien entre la science et l'industrie dans cette forme d'entreprise qu'est la startup innovante. Donc encore une fois, merci Stéphanie de nous faire l'honneur de nous présenter votre jolie startup et de nous en dire un petit peu plus. Alors je rebondis sur Loïc, sur l'origine du désir entrepreneurial, d'où vous est venue l'idée d'Oxford Silk Technologies et comment ça a germé les tout débuts pour arriver justement aujourd'hui à créer une startup. Je pense que c'est une longue histoire en fait, parce que ça tombe bien. L'idée a mûri en fait au cours des 16 dernières années, je dirais, hein, et mêle passion et hasard des rencontres en fait, puisque j'ai été fascinée par la soie quand j'ai habité au Cambodge pendant 4 ans après des études de biologie et d'ingénieur textile. Par la suite, je suis rentrée en France et je me suis spécialisée dans les biomatériaux par un master qui s'appelle BIDIM à Bordeaux. Et j'ai été particulièrement passionnée par un cours sur la chirurgie vasculaire par un chirurgien qui s'appelle Xavier Bérard à Bordeaux.
Et à travers un projet, j'ai découvert que la soie était particulièrement intéressante pour les implants chirurgicaux. Donc ensuite, j'ai déménagé à Oxford, où j'ai travaillé pendant 10 ans à justement appliquer les protéines de soie aux implants chirurgicaux, et je me suis spécialisée dans les implants vasculaires. Et l'idée justement de créer une entreprise a commencé à grandir, et particulièrement quand j'ai travaillé avec mon chirurgien cofondateur. Et il y avait quelque chose qui manquait dans les protéines de soie, c'était vraiment le côté anti-infectieux, donc qui n'est pas naturellement présent dans la protéine de base de la soie. Et au hasard, un ami a commencé à travailler dans les bactériophages. Je m'y suis intéressée et je me suis aperçue que la combinaison des deux serait un cocktail idéal pour des implants supérieurs. À l'époque, je travaillais déjà avec l'or depuis à peu près 1 an. Et en fait, les choses sont bien passées parce que notre contrat s'arrêtait en décembre, et elle a tout de suite été partante, et on a plongé en janvier 2020, juste à temps pour la pandémie. On reviendra sur les difficultés de la pandémie sur le développement. Sur le timing, oui. Ouais. Le timing avec cette formidable inconnue qui est justement un time to market qui peut être sur le papier, on va dire, le bon moment. Et justement, là, on voit la résilience de l'esprit et du mental de l'entrepreneur. Et on reviendra là-dessus, justement, d'avoir lancé une startup en janvier 2020. C'est-à-dire, Ça va pas, hein. oui, exactement, un mois ou deux, peu de personnes pouvaient le prédire. Oui, exactement. Et alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce problème des infections post-opératoires et de la résistance des bactéries aux antibiotiques et des conséquences sur la santé publique? Qui est le problème critique que vous voulez résoudre, justement, hein, si j'ai bien compris, moi qui suis un non-spécialiste, non-biologiste, mais effectivement, j'ai compris ça. A priori, vous voulez vous attaquer à cette problématique et qui, derrière, a un marché qui est quand même très important. Oui, je pense que c'est un problème que l'humanité doit résoudre d'ici les 30 prochaines années, sinon on va avoir des problèmes. Mais oui, donc il faut savoir qu'à peu près 40% des infections en milieu hospitalier sont dues aux implants chirurgicaux, justement. Et en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment prévenir ces infections. On peut utiliser des antibiotiques de façon prophylaxique. On peut aussi utiliser des implants qui ont des coatings d'antibiotiques, par exemple. Mais d'une part, ces coatings ne durent pas très longtemps et durent quelques semaines, ce qui n'est pas assez. Et d'autre part, en donnant des antibiotiques de façon prolongée, on ne va faire qu'aggraver les problèmes de résistance à l'antibiotique. Et il y a aussi des effets secondaires potentiellement avec ces antibiotiques. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire sur le long terme, et ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire systématiquement pour tous les patients, en fait. Donc, ce qu'il reste, c'est le traitement, et la plupart des patients avec infection de leur implant sont traités. Et le traitement, ça veut dire retirer l'implant, remplacer l'implant, donc c'est une nouvelle opération. Ça veut dire passer des semaines à l'hôpital avec des antibiotiques et les effets potentiels secondaires qui peuvent être associés. Les infections amènent d'autres infections, donc on est plus à risque d'avoir de nouvelles infections derrière. Les infections amènent aussi des problèmes de morbidité, donc les amputations par exemple en fonction des implants, et des chances plus élevées de mortalité pour les patients. Donc en fait, du point de vue de patients, c'est vraiment une catastrophe sur leur qualité de vie, mais c'est aussi une catastrophe du point de vue coût au système de santé dans le monde, parce que ces infections, tous les ans, coûtent des millions à tous les systèmes de santé. Et pour l'instant, il n'y a rien qu'on peut faire. Et surtout, c'est un problème qui ne va pas s'arranger dans les années qui viennent. Pour 2 raisons. Donc, la première, la résistance aux antibiotiques dont on parlait. Il faut savoir qu'actuellement, à peu près 70% des bactéries sont résistantes à au moins un type d'antibiotique qui est utilisé dans les hôpitaux. Et il est prévu que d'ici 2050, à peu près 10 millions de personnes pourront mourir tous les ans
parce qu'on ne pourra pas les traiter contre leurs infections qui seront résistantes aux antibiotiques. Donc en fait, c'est comme si on retournait à l'ère pré-antibiotique où une simple petite coupure pourrait engendrer la mort du patient. L'autre problème qu'on a, c'est un problème démographique où de plus en plus les populations dans le monde sont diabétiques à cause de l'obésité, par exemple, ou sont plus âgées, ça on ne peut pas l'éviter. Hein. Et en fait, ce sont ces patients-là qui ont le plus besoin d'implants, ces patients-là qui sont le plus à risque d'infection et qui sont les plus difficiles à traiter et du coup les plus sujets à la résistance antibiotique parce qu'ils ont typiquement déjà eu des infections. Donc c'est vraiment un... Oui, voilà. Donc c'est vraiment un problème grandissant, un problème pour lequel pour le moment on n'a pas de solution. Et nous, notre idée, c'était de développer un nouveau type de matériau qui serait supérieur à ce qui existe actuellement sur le marché et qui ferait en sorte que si une bactérie se dépose sur l'implant en question, elle ne pourrait pas proliférer et de ce fait, on n'aurait pas besoin d'en arriver au traitement et toutes les conséquences qui sont associées au traitement. Juste avant de passer à la question suivante, effectivement, sur la résistance des bactéries aux antibiotiques, la crise du Covid va aussi un peu, enfin, même aggraver la situation, parce que, comme vous le savez, il y a une préconisation de certains pontes dans l'infectiologie d'associer un traitement avec de l'antibiotique. Je ne vais pas le nommer pour ne pas rentrer dans la polémique, mais ce traitement massifié, notamment au niveau de l'Afrique et de certains pays, de l'antibiotique pour justement aider à combattre le virus du Covid, ou en tout cas les effets secondaires du virus qui sont l'infection, va aussi aggraver la résistance aux antibiotiques. Parce que là, il y a une massification de la prescription de l'antibiotique, d'antibiothérapie lors de l'infection au Covid. Donc c'est aussi le futur est particulièrement sombre dans ce secteur. J'ai aussi vu il n'y a pas très longtemps que la façon dont les hôpitaux ont commencé à se protéger pour le Covid, en fait, a également aggravé le problème de résistance aux antibiotiques parce que les préconisations qui étaient en place jusqu'à présent, en fait, ont été un petit peu jetées par les fenêtres et du coup, il y a de plus en plus d'infections dans les milieux hospitaliers. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est temporaire et qui va être renversé une fois que, j'espère, tout ça sera passé. Mais... En cas de crise, on revient souvent sur les vieux réflexes et les vieilles habitudes et on y a recours souvent de manière massive. Voilà, donc c'est rigolo, pas ce dont on parle actuellement, mais je fais le lien avec avec le timing. À la fois, vous avez démarré avant une crise sanitaire mondiale, une pandémie, qui en même temps, donc dans votre timing, dans la façon, vous allez nous le raconter, mais d'avancer votre projet, vous a quelque part desservi, et en même temps, on renverse le problème et comme très souvent, lorsqu'on a le bon état d'esprit, un mal pour un bien, en même temps, vous avez un marché qui se dessine encore plus et un besoin qui va être appelé par cette crise. Donc, à la fois, la crise a des côtés, a des contraintes, vous amène des contraintes sur votre projet et en même temps, elle fait ressortir encore plus la valeur ajoutée de votre technologie et de votre nouvelle approche. Oui, non, c'est vrai. C'est ce qu'on espère quelque part, que ça aura ouvert les yeux sur les conséquences quand on du recours massif aux antibiotiques. De ça, et puis le fait de ne pas, je crois qu'on dit prendre le taureau par les cornes, mais on sait qu'il y a un problème qui arrive, mais on n'y fait rien en fait. Et on va aller droit dans le mur si on ne met pas plus d'argent dedans, si on en parle déjà de la résistance aux antibiotiques depuis un petit moment, mais je pense que je pense qu'on va vraiment réaliser maintenant que si on ne résout pas les problèmes qu'on peut voir arriver à l'avance, c'est une catastrophe généralisée. Et justement, en parlant de la solution, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des bactériophages, nous dire qu'est-ce que c'est que cette chose
non politique. Ouais. Donc les bactériophages sont fascinants. Si vous regardez sur Google. Donc il s'agit de virus qui s'attaquent exclusivement aux bactéries. C'est une entité naturelle, hein, c'est l'entité la plus abondante sur la planète Terre. Il y en a à peu près 10 fois plus que les bactéries. Et ils ont coévolué avec les bactéries donc, au cours des 3,5 milliards d'années précédentes. Et ça fait qu'ils sont partout là où les bactéries existent. Donc, ils sont dans les océans, ils sont sur nous, ils sont à l'intérieur de nous. Donc, on en a chacun des millions à l'intérieur du corps et ils régulent les bactéries qu'il y a dans notre corps ou qu'il y a dans les océans. Donc, c'est très intéressant parce que il ne présente pas de danger pour l'homme, il ne présente pas de danger pour les animaux ou pour les plantes. Et ils sont très très spécialisés en fait. Donc chaque bactériophage va s'attaquer à une catégorie de bactéries et à un genre de bactéries dans cette catégorie de bactéries. Donc ils ciblent vraiment les bactéries auxquelles ils s'attaquent. Hein. Ce qui est intéressant par rapport aux antibiotiques, qui n'a pas cette sélectivité et justement qui pose des problèmes parce que si on utilise un antibiotique, ça va éliminer un grand nombre de bactéries, y compris potentiellement des bactéries qui sont bénéfiques pour le corps humain. Alors que là, ce n'est pas le cas du tout en fait. Ce qui est intéressant, c'est que les bactériophages en fait sont connus depuis une centaine d'années à peu près. Ils ont été découverts d'ailleurs par un franco-canadien qui s'appelle Derrel. Mais à l'époque, ils ont été découverts à peu près 10 ans avant les antibiotiques. Et quand les antibiotiques sont arrivés ont été découverts, ont été produits en masse et de façon peu chère, du coup, les bactériophages qui étaient un petit peu moins connus, qu'on comprenait moins, ont été abandonnés partout, sauf dans l'Europe de l'Est. Donc l'Europe de l'Est et la Russie ont continué à les utiliser et à les développer parce qu'ils n'avaient pas toujours accès aux antibiotiques. Et il y a maintenant des centres en Pologne, par exemple, en Géorgie, où ils utilisent régulièrement des bactériophages. Et c'est régulé, ça fait partie de leur médecine. Et il y a des patients donc, qui viennent de partout dans le monde pour se faire soigner s'ils ne peuvent pas être traités avec des antibiotiques. Peut-être à peu près en 1980, l'Europe de l'Ouest et les autres pays de l'Ouest aussi se sont aperçus qu'avec la résistance grandissante aux antibiotiques, il faudrait trouver une solution alternative. On commençait à re-regarder ces bactériophages et se sont aperçus que oui, finalement, c'était probablement la meilleure solution puisque c'est la solution la plus naturelle qui existe contre les bactéries. Donc maintenant, il y a de plus en plus d'essais cliniques qui sont effectués avec ces bactériophages. Il y a aussi des centres qui existent à travers l'Europe, les États-Unis. En France en particulier, il y a un centre à Lyon qui traite en dernier recours les infections ostéo-articulaires. Donc si un patient a ce genre d'infection et n'a vraiment plus aucun recours avec les antibiotiques, il peut être envoyé dans ce centre en particulier et traité. Donc c'est vraiment quelque chose de fascinant parce que c'est là depuis beaucoup plus longtemps que nous et on commence juste à se rendre compte de la capacité que ça a en fait. Ils ont été utilisés comme un médicament jusqu'à présent, donc une administration orale. Je ne sais pas si on dit administration, mais en français. Et en fait, le problème avec ça, c'est que ça rend les bactériophages inactifs de temps en temps parce que la stabilité est importante pour les bactériophages, donc dans le transport. Et c'est une des raisons pour lesquelles probablement ça n'a pas été beaucoup poursuivi quand ça a été découvert la première fois parce que si c'était envoyé dans un autre hôpital, par exemple, l'asepsie n'était pas maintenue, donc la stabilité n'était pas maintenue correctement, et du coup, quand ça arrivait à l'autre hôpital, il n'y avait plus d'effet en fait. Voilà, c'était dégradé. Donc c'est toujours le cas pour le moment avec les phages libres, ce qu'on appelle les phages libres, qui sont en solution. Et nous, en fait,
notre idée, c'est de ne pas les utiliser de façon libre, mais de les combiner à nos implants de façon à ce qu'ils puissent avoir une stabilité beaucoup plus longue et un effet sur le beaucoup plus long terme qui est nécessaire pour les implants. Et donc, toujours pour revenir sur les bactériophages, les bactériophages, il n'y a pas de risque de résistance aux bactériophages, parce qu'il y a une coévolution, c'est ça? Il y a un risque puisque les bactéries évoluent et du coup les bactériophages évoluent en même temps. Donc il y a une guerre d'adaptation. Voilà, c'est un risque, mais c'est une sorte d'équilibre naturel qui se forme. Mais quelque chose de très intéressant, c'est que il semblerait que les bactériophages, donc quand les bactéries deviennent résistantes aux bactériophages, en même temps elles renversent leur résistance contre les antibiotiques. Donc, si on a une bactérie qui ne répond plus aux bactériophages, d'un seul coup, elle se met à répondre aux antibiotiques. Ce qui est particulièrement intéressant de point de vue du traitement, parce que ça veut dire qu'on arriverait à réutiliser des antibiotiques qui peut-être ne seraient plus très efficaces. Fascinant. Et sur les fils de soie, quel est l'avantage des fils de soie en chirurgie et quelles sont les applications actuellement qui sont utilisées? Oui, donc la soie, je dirais un matériau tout aussi fascinant. Et je parlerai que de la... Qui vous fascine en tout cas. Excusez-moi Stéphanie, mais qui vous fascine fascine aussi. depuis des années. C'est vrai quand on voit la façon dont la soie est produite, c'est magnifique. Hein. Rien que le tissu, si vous avez la chance d'aller dans ces pays et de voir la fabrication, tout le process et ce qu'on peut en faire, c'est vraiment magnifique. Ce qui est d'autant plus magnifique, c'est qu'on puisse utiliser exactement ce même fil qui vient de exactement cette même petite bête, donc le ver à soie qui s'appelle Bombix mori. Donc c'est le même qui produit vos écharpes, qui produit vos cravates. Hein. Je suis sûre que vous avez mis une cravate de soie aujourd'hui. Voilà. Et en fait, un d'œil. C'est exactement le même produit. La seule différence, forcément, ce sont les procédés qui sont utilisés pour purifier la soie. Et en fait, le fait qu'on puisse utiliser ce matériau naturel et l'adapter au corps humain est vraiment fascinant. Et donc, un des avantages que la soie a, c'est que c'est un polymère naturel. Et donc, c'est fait d'acides aminés, pas d'aminoacides. Donc, si elle est dégradée en acides aminés, dont le corps est habitué, en fait, donc il élimine naturellement. Et ça fait que ces matériaux pour implants sont très bien tolérés par le corps humain lorsqu'ils sont purifiés correctement. Et la soie, en fait, a été la toute première suture chirurgicale qui a été mise sur le marché de façon commerciale donc par Johnson & Johnson. C'était en 1887, donc ça fait déjà un moment. Elle est toujours utilisée. Ces sutures de soie donc, sont toujours sur le marché, toujours utilisées. Il y a de plus en plus de développement d'implants de soie. Il y en a eu deux nouveaux en particulier relativement récemment. Et en fait, un des autres aspects intéressants, outre le côté biocompatible, c'est aussi les propriétés mécaniques de la soie. Donc la soie a un mélange de résistance et d'élasticité que beaucoup de polymères synthétiques n'ont pas. Si je pense au PTFE, par exemple, qui est le polytétrafluoroéthylène, beaucoup utilisé dans les implants vasculaires, il est très rigide et il manque justement de cette élasticité, ce qui fait qu'il a des propriétés très différentes des artères. Donc l'avantage de la soie, c'est que on peut avoir ces propriétés mécaniques qui sont beaucoup plus proches des tissus humains. Et on peut aussi avoir vraiment un éventail de propriétés mécaniques et de morphologie associées qui font qu'on va pouvoir l'adapter à certains tissus, donc des tissus plus durs comme du cartilage par exemple, ou des tissus plus mous comme des artères justement. Et donc on a ce mélange de propriétés mécaniques et de morphologie. Parce que quand on pense à la soie, on pense seulement au fil de soie qui vient du cocon.
ou du cocon qui a été, le fil qui a été extrait du cocon. Mais si on dissout ce fil, on obtient une sorte de miel, en fait. C'est un liquide visqueux qui ressemble à du miel. Et en reformant ce liquide, on peut obtenir soit des films, soit des hydrogels, soit des échafaudages 3D. Et on peut intégrer des fils à ces échafaudages pour faire des composites avec qui sont beaucoup plus résistants, en fait. Et donc c'est vraiment très, très, très… Et tout ça, à quelle échelle? Ces constructions 3D, ces films et autres, quelle taille ça prend, justement? Bah, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, hein. Vous pourriez faire D'accord, très bien. de l'encapsulation, donc très petit. Vous pourriez faire… on pourrait faire une oreille 3D, par exemple, poreuse, et puis faire pousser des cellules par-dessus et reconstruire une oreille. Ce sont des idées. Donc Demain, tout Spider-Man, quoi, un petit peu, grâce à vous. Voilà. Grâce à moi, je sais pas, grâce au moins à tous les scientifiques qui travaillent là-dessus, et puis j'espère qu'on contribuera aussi. Vous allez y contribuer, on est à peu près sûr. Et donc vous voulez donc, si j'ai bien compris, associer les bactériophages sur les fils de soie, mais ou sur les matériaux composites à base de fils de soie ou à base de protéines de soie. Et donc l'avantage pour vous serait une synergie, c'est ça, une synergie concernant aussi bien pour bénéficier de l'avantage des fils des fils de soie, mais aussi de l'aspect antibactérien assez exceptionnel, je dirais, des bactériophages. Et donc tous les deux associés seraient une synergie pour les applications actuelles. Voilà, exactement. Donc c'est en quelque sorte une plateforme de biomatériaux qui peuvent être utilisés pour beaucoup d'applications différentes dans le corps, et qui allient cet élément de propriété supérieure d'un implant et de côté antibactérien qui évite le traitement ou qui rend le traitement plus efficace contre les infections. Et aujourd'hui, l'utilisation, je dirais, des fils de soie ou des matériaux à base de protéines de soie, est-ce qu'ils ont une incidence sur l'infection égale, supérieure ou inférieure à d'autres types de matériaux? Je pense que c'est à peu près le même pour le moment. Donc, oui, dans la mesure où, voilà, dans la mesure où c'est pas un tissu vraiment biologique issu de la personne, il y a des risques d'infection. C'est un matériau artificiel, en fait. D'accord. Alors là, si vous me permettez, j'ai juste une petite question un petit peu scientifique, mais là c'est juste pour moi, juste pour mon propre plaisir. Oui, c'est intéressant aussi c'est intéressant aussi pour comprendre un peu la valeur des recherches et de la techno de votre startup. C'est toujours aussi intéressant. Les bactériophages que vous allez utiliser sont une population hétérogène, ou est-ce que vous allez prendre des clones par produit, on va dire? Comment est-ce que vous allez quelle est votre stratégie de ce côté-là? Population hétérogène ou clones de phages produites par génie génétique? Non, ce sera des populations naturelles de phages. C'est l'idée en ce moment, hein, d'avoir les phages naturelles, mais qui seraient des populations hétérogènes. D'accord. Ouais. Excusez-moi, juste pour rebondir sur l'aspect économie de la chose, c'est parce que vous avez un réservoir à disposition immense, indéfini de bactériophages. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, on les trouve à l'état naturel, on les trouve un peu partout. Oui. Et vous exactement. pouvez, Donc, il y a et vous pouvez en tirer leurs bénéfices, leurs avantages de par leurs caractéristiques naturelles. Vous pouvez les utiliser un petit peu tels quels. Je suppose qu'il y a évidemment un peu de traitement, mais au lieu d'en faire des clones ou rajouter une autre brique techno pour traiter ces bactériophages, tant qu'à faire, vous les utilisez là où ils sont. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Et en fait, il y a plusieurs centres maintenant qui commencent à établir des librairies de bactériophages. D'accord. Les bactériophages des nouveaux bactériophages sont cherchés et trouvés en permanence. Et ces librairies, en fait, font en sorte que si un patient en particulier
à une bactérie, on a identifié une bactérie sur le patient, on va pouvoir utiliser cette banque de bactériophages, regarder celui qui est efficace contre la bactérie et isoler ce phage en particulier et utiliser ce phage en particulier. Donc ça relève de ce qu'on appelle precision medicine. Je ne sais pas comment on dit en français, médecine ciblée peut-être. Personnalisé. Personnalisée, voilà. Très bien. Ça, c'est très intéressant. Donc, du coup, dans votre stratégie de production ou pour produire vos matériaux, vos biomatériaux composites à destination de l'anti-infectiologie, qui est un peu votre marché, là, vous vous adressez à ces banques de bactériophages, finalement. Voilà, on pourra à terme regarder tous les bactériophages qui sont à portée de main, en fait, et taper dans ces réservoirs. Très bien. Et lorsque vous utiliserez, je dirais, ce matériau, on va dire, ce combo, fil de soie coaté avec vos bactériophages, lorsqu'ils seront implantés dans le corps humain, si des bactéries pathogènes viennent sur ce matériau, le bactériophage va donc injecter son matériel génétique dans la bactérie, se multiplier et tuer la bactérie en relarguant des millions de virions, de particules virales. Est-ce qu'on a aujourd'hui un recul sur ce que pourraient devenir ces particules dans le corps humain qui seront éliminées ou... Oui, donc en fait, les bactériophages, donc quand la bactérie explose en quelque sorte, hein, quand les phages à l'intérieur atteignent une masse critique, les phages sont libérés et soit ils vont aller cibler des bactéries s'il reste des bactéries, soit ils vont être éliminés relativement rapidement dans le corps humain. Donc c'est ce qui se passe naturellement. Voilà. D'accord, c'est génial. On embraye sur la partie rapidement sur la R&D. Donc aujourd'hui, vous avez vos labos ou vous travaillez en partenariat? Comment ça se passe? Un petit mélange des deux. On a notre laboratoire et puis on travaille aussi en partenariat, en particulier avec Bordeaux. Donc on a un partenariat ici à Oxford et un autre à Bordeaux. D'accord. Et à Oxford, vous êtes dans une technopole, c'est ça? Vous avez des locaux qu'on vous a, on va dire, proposé, des locaux des labos biologiques qu'on vous a proposé. Comment ça se passe? Ça, c'est très intéressant aussi pour, je dirais, pour les jeunes scientifiques qui voudraient se lancer. On imagine toujours, surtout pour la biologie, où on a besoin d'infrastructures, on a besoin de paillasses, on a besoin... donc comment ça se passe, par exemple, à Oxford? Est-ce que vous avez des paillasses partagées ou est-ce que vous avez des labos qu'on vous a prêtés, où vous louez? Comment ça se passe? Oui, nous avons un labo que nous louons, donc c'est dans un espèce de complexe scientifique. Il y en a plusieurs autour d'Oxford. Je dirais pas assez, mais il y en a plusieurs. Et donc c'est un mélange de grosses entreprises qui louent leur propre labo ou même de plusieurs laboratoires et de laboratoires partagés. Donc nous sommes dans un laboratoire partagé qui permet de garder les coûts peu élevé, hein, parce que start-up, la plupart de notre temps, on court après l'argent. Donc c'est vrai que c'est très intéressant parce que ça donne accès aux autres entreprises quelque part. Donc, bon, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient au travail, mais bon, ça donne cette possibilité de networking. Et puis, donc, on a accès à une paillasse avec des labos, et puis ce sont des entreprises qui travaillent dans des milieux très différents. Donc, c'est aussi intéressant de pouvoir discuter avec les autres entreprises. Par exemple, on a quelqu'un ici qui nous a gentiment fait des tests chimiques dont on avait besoin parce que c'est sa spécialité. Et il se trouve qu'il partage le labo avec nous. D'où l'importance du réseau, parce que si vous aviez, imaginons, des labos tout équipés, mais en dehors d'Oxford, le rapport humain n'aurait pas eu lieu, la connexion n'aurait pas eu lieu, vous n'aurez certainement pas eu cette opportunité. Non, exactement, exactement. Et puis l'endroit où on est là, en fait, il y a de très bons liens avec l'université parce que ça appartient à l'université. Et du coup, on a aussi eu accès à l'utilisation de microscopes électroniques, par exemple, qu'on n'aurait pas pu utiliser autrement
si on avait dû payer ça nous-mêmes, en fait. Absolument. Alors, tout ça, c'est bordé, c'est formalisé ou c'est quelque chose d'assez fluide en tant que start-up sur le campus d'Oxford? Il y a justement ces échanges assez fluides, autant humains, genre vous croisez d'autres personnes, l'utilisation de matériel. Est-ce que c'est très cadré, très borné, ou finalement, est-ce que c'est un partenariat de sens qui fait que vous êtes dans les locaux, vous êtes là géographiquement tous ensemble et avec des contrôles évidemment, je suppose que tout le monde ne peut pas rentrer comme dans un moulin, mais est-ce que tout ça, c'est assez fluide à partir du moment où vous êtes identifié en tant que CEO de la startup et donc voilà, vous pouvez utiliser un petit peu comme ça en demandant, c'est comme ça que ça se passe? Pas tout à fait. Je dirais pas que c'est complètement fluide. C'est quand même quelque part compartimenté, si je peux dire, où il y a l'université d'Oxford, il y a les startups ou les entreprises, et on peut avoir accès à certains services, mais c'est par exemple sous forme de subventions. Donc là, par exemple, pour la microscopie électronique, on a fait une demande d'application, de sorte de subvention, pour utiliser ce département en particulier. Donc, il fallait utiliser un département d'Oxford, de l'université d'Oxford. Donc, c'était vraiment une subvention qui aidait à faire des ponts entre les entreprises et l'université d'Oxford. Donc, c'est pas complètement fluide. On peut pas juste comme ça aller dans un département et comme vous dites, l'entrée ici est réglementée. Donc là-dessus, vous devez être proactif, c'est-à-dire ce n'est pas un espèce d'accord cadre dans lequel vous pourriez piocher différents éléments au fil des besoins, où on a besoin. Et lorsque vous avez un besoin, vous devez l'identifier, vous devez faire une demande, et là, vous avez accès à un certain type de matériel. D'accord. Voilà. Donc, c'est plus par opportunité que dans un accord global qui ferait que les startups travaillent avec les grands labos, les big pharma et l'université, tout ça dans une espèce de dynamisme assez fluide. Là, non, voilà, c'est par opportunisme, plus au moment du besoin. C'est ça? Oui, exactement. Ouais. D'accord. Mais c'est vrai que étant dans ce bâtiment en particulier qui appartient à l'université d'Oxford, ça rend les choses plus faciles parce que du coup, on n'aurait pas forcément accès à ce genre de subvention. En fait. Quelle est la réactivité de l'université d'Oxford? Je fais exprès, hein, vous avez compris où je veux en venir, par rapport à des universités françaises ou autres où on est relativement administratif, où on a pour habitude de dire que les scientifiques français sont dans une tour d'ivoire. C'est des milieux à peu près assez impénétrables. Il y a des sociétés de transfert technologique qui essaient de mettre ces deux mondes-là en lien. Plutôt fluide. Justement, comment ça fonctionne à Oxford par rapport à ce que vous pourriez connaître à Bordeaux, par exemple? J'entendais Bordeaux tout à l'heure. C'est vrai que excusez-moi, là, je parle à la chef d'entreprise, hein. Je parle au chef d'orchestre qui doit organiser tout ça, qui doit organiser sa R&D, tout ça, etc., etc. Voilà. Donc, je ne connais pas trop le milieu universitaire français, je dois dire. Ça fait très très longtemps et j'ai pas passé beaucoup de temps. D'après ce que je vois, ça a l'air plus administratif. J'ai l'impression que les choses se font peut-être un petit peu plus vite et sont peut-être. Il y a peut-être moins d'endroits où on peut aller demander, où il faut aller demander. Ça a l'air plus compliqué en France, mais je ne sais pas si c'est la réalité parce que je ne pense pas pouvoir comprendre suffisamment. Alors du coup, racontez-nous quel est votre quotidien lorsque, par exemple, voilà, vous avez besoin d'une ressource telle qu'elle soit. Quels sont les délais, par exemple, est-ce que vous pouvez nous le dire, hein, quels sont les délais justement de réponse et de réactivité de l'université d'Oxford lorsque vous demandez ou d'une big pharma avec lesquelles qui travaillent sur le campus? Je dirais avec l'université surtout, hein, parce qu'après, si c'est une entreprise dans le coin, il suffit de trouver le CEO et puis de lui demander. Et Tout simplement. ça arrange tout le monde, ça se passera relativement vite. Quand on passe par l'université, voilà, c'est forcément un petit peu plus compliqué parce que nous, on est passé par ces subventions en particulier. D'accord. Mais je pense qu'ils ont quand même la volonté de faciliter les choses. Et de faire en sorte que le mix, quelque part, entre l'université et l'entreprise soit de plus en plus commun. En fait. Donc, je pense que
ça se passe relativement facilement. Donc, en un mois, on peut avoir Alors, notre subvention. très bien, ça c'est intéressant. Mais alors, du coup, vous passez par des équivalents de sociétés de transfert, les SAT en France, par les équivalents, ou vous vous adressez directement en tant que start-up, vous prenez vous arrivez, vous faites toc-toc à la porte de l'université, vous avez un responsable, je ne sais pas, de la relation avec les start-up, ça se passe comme ça, ou vous avez un intermédiaire, ou directement vous allez taper à la porte de l'université, vous avez une personne qui est identifiée. Vous parlez de la France, là, c'est ça? Non, du tout, toujours d'Oxford. Toujours Voilà, on Oxford. parle de votre expérience. On est là pour vous, hein, donc voilà. Oui, non, c'était ici en fait. Donc, puisque je suis dans ce bâtiment qui appartient à l'université, donc il y a des gens qui s'occupent vraiment de faire la liaison entre les entreprises et entre l'université et qui sont là pour promouvoir cette collaboration entre les deux. Donc, c'est quelque part l'intermédiaire, mais vraiment, vraiment très agréable, très flexible et vraiment là pour aider en fait. C'est un agent de liaison. C'est très intéressant ça. Oui, un agent de liaison qui est vraiment, vraiment là pour. Qui veut vraiment aider. Ça fait très service secret, un agent de liaison. Hein. On ne veut pas avoir de problème avec le MI6 ou. Et dans le monde, mais très bien. Dans le monde pharmaceutique, en fait, ce poste existe. On appelle ça medical liaison, medical liaison agent. C'est quelqu'un qui fait la liaison justement entre le monde scientifique et le monde médical, pour les big pharma en général. Donc en fait, dans le monde pharmaceutique, le terme existe, mais c'est vrai que je n'avais pas pensé au monde de l'espionnage. Bon. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes à quel stade de développement? Donc vous avez démarré en janvier 2020. Ouais. Mais est-ce que vous avez démarré avec juste l'idée, et donc il y a pas mal de choses à faire, ou quand vous avez créé la startup, vous avez légalisé son existence, vous aviez déjà pas mal de R&D, et donc vous êtes à quel stade? Et deuxième question qui vient, j'imagine qu'il y aura certainement des essais cliniques, et quand est-ce que vous envisageriez, en termes de délai, les essais cliniques? Est-ce que, évidemment, le Covid, ça a pas mal dû freiner les choses, mais donc voilà un peu la question sur le développement et le next step. Je vais me permettre de compléter ou de reformuler. Je le visualise comme ça, donc d'où ma question. Quand vous avez créé formellement la société en janvier 2020, quel était déjà, avec quoi vous êtes arrivé dans vos valises, comme connaissance, comme produit, comme personne, à quel stade était déjà peut-être la recherche, ou vraiment vous avez formalisé au moment où vous avez pensé dans votre tête, avec votre passion pour la soie, les bactériophages, avec vos rencontres, les personnes avec qui vous avez fondé, que vous connaissiez déjà depuis un petit moment, vous vous êtes dit, à 3 ou à 4, vous vous êtes dit, tiens, là c'est le moment, on formalise la société et ensuite on commence à essayer de lier tout ça, de faire de la R&D, etc. Ou alors, vous aviez déjà un travail réalisé, vous aviez déjà quelque chose à apporter au moment de la formalisation. Et après, à partir de cette formalisation en janvier 2020, en un an, quand vous avez soufflé vos bougies, là, il y a peu de temps, votre première bougie, quel était le bilan? Donc, c'est ces deux phases, en fait, ma question. Oui, donc je dirais qu'on est vraiment arrivé, on a posé nos valises, on n'avait quasiment rien. Donc, on avait comment on dit, une shell, une coquille vide en fait. On avait une entreprise qu'on avait formalisée, mais il n'y avait rien dedans. Donc, en janvier, on est arrivé, on a posé nos valises et on s'est dit, voilà, et c'est parti de là. On a l'idée. Voilà, on a l'idée, il faut qu'on fasse un plan, il faut qu'on fasse un budget. Donc, il faut qu'on arrive là, à ce moment-là. Donc, on a vraiment plongé et on a tout fait à partir du 2 janvier 2001. Donc, on n'avait rien d'autre avant. On avait forcément l'expertise. Moi, j'avais une expertise de nombreuses années dans les protéines de soie. Laure arrivait avec un bagage en microbiologie, en génétique, en ingénierie tissulaire. Elle connaissait aussi bien le domaine vasculaire. Donc, on avait notre expertise, en fait, mais on avait tous nos procédés à développer depuis rien du tout. Il fallait qu'on fasse nos procédés à nous-mêmes. Il fallait qu'on fasse le plan, il fallait qu'on fasse tout, en fait.
Donc là, entre guillemets, la pré-industrialisation, donc le pré-business, il est vraiment arrivé en même temps que la formalisation de la société. En janvier, vous avez dit, allez, on a tous les idées, on a l'expertise, on a notre bagage intellectuel, nos connaissances scientifiques, et on voit qu'il y a un marché à attaquer, auquel il faut s'adresser. Cette problématique des antibiotiques, de la résistance aux antibiotiques, et donc vous pouviez apporter une solution avec les bactériophages, on peut le dater là à partir du 2 janvier 2020. C'est ça, Voilà. en gros? Ok, Ouais, très bien. exactement. Très bien. Voilà. Et Très donc, bien. ensuite, donc, après l'année 2020, donc, quand on a soufflé nos bougies, qu'on a oublié de souffler d'ailleurs, et c'est vrai, quand on s'est retourné et donc on a regardé ce qu'on avait fait cette année, on a eu on a heurté quelques obstacles, comme on peut Ça fait partie de l'imaginer. l'aventure. Voilà, ça fait partie de l'aventure. On s'y attendait. Bon, on ne s'attendait pas forcément à ces obstacles, mais on s'y attendait quand même. Mais c'est vrai qu'on s'est retourné et on s'est dit que waouh, on a quand même réussi comment on dit, hit the milestones. Tout ce qu'on avait, toutes les étapes qu'on voulait checker en fait. On les a. Vous les avez atteints. On les a. Toutes les, vous les surmonter. Vous les avez surmontés, vous les avez dépassés, vous avez pu. Donc globalement, finalement, le plan que vous aviez en janvier 2020, quand vous avez fait le point en janvier 2021, il a été respecté du coup? Globalement, oui. Il y a eu quelques petites entorses, notamment dues au Covid et à la façon dont les choses se sont déroulées finalement. Mais on a fini par faire ce qu'on voulait et par en arriver à avoir une étude de faisabilité, en fait, donc avoir des résultats qui nous montrent qu'on peut continuer et qui nous motivent pour continuer et qui nous permettent d'avoir notre plan pour les années suivantes. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple, si vous pouvez en parler, d'un obstacle imprévu à cause du Covid, parce qu'évidemment tout le monde subit cette crise sanitaire, un obstacle qui est arrivé dans votre progression et comment est-ce que vous l'avez contourné, combattu parce que là, dans l'état d'esprit de l'entrepreneur, c'est aussi quelque chose de très important et aussi à utiliser comme modèle pour les plus jeunes. J'ai plein d'exemples. J'en choisis ça. Tel que vous voulez. Faites-nous rêver, Stéphanie. J'ai un saut plein d'exemples. Non, je pense que la première chose qui nous a un peu tapé dans la figure, en fait, c'est donc en mars, fin mars, quand jusqu'à là, on avait, comme on dit en anglais, tous nos petits canards alignés. Et puis, on avait fait nos plans, on avait développé tout ce qu'il fallait développer en interne. On savait ce qu'on allait faire les mois d'après. Donc, l'étape d'après, c'était vraiment de travailler avec les collaborateurs. Et en fait, en avril, les collaborateurs se sont fermés. Soit ils se sont fermés, soit ils ont eu un effectif vraiment réduit parce qu'ils ne pouvaient pas travailler à autant dans les laboratoires. Donc, ça fait que l'optimisation en fait, qui devait être faite n'a pas pu toujours être faite. Et nous, il a fallu qu'on se mette en pause en fait. Donc, pendant plusieurs mois, on n'a pu rien faire parce qu'on a dû attendre que les autres réouvrent en même temps. Et en fait, je ne remercierai jamais assez Laure qui a bien voulu se mettre en pause justement pendant tous ces mois parce que c'était vraiment une période difficile de ne pouvoir rien faire et de ne pouvoir rien avancer. C'est psychologiquement très difficile en fait. Et ouais, donc. Finalement, ce temps de pause, vous l'avez mis à profit de quelle manière? Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Alors, c'était peut-être quelque chose de personnel finalement. Voilà. Comment vous avez mis cette pause à profit, que ça soit au niveau personnel ou au niveau professionnel justement? Ouais, non, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir, au bout d'un moment, pas tout de suite, mais recommencer à travailler à peu près une semaine ou quelques jours au moins par mois. Donc, ça m'a permis pendant ces quelques jours
de remettre mon cerveau et d'essayer de réfléchir à la stratégie et de recommencer, en fait, de recommencer les mécaniques. J'ai eu la chance que quelqu'un me prête très gentiment un bureau aussi, parce que je ne pouvais pas travailler chez moi, c'était impossible. Mais c'est vrai que ça a permis de sortir un peu de là et puis de commencer à réfléchir à la stratégie et de réorganiser les choses qui devaient être réorganisées à cause de ces problèmes de logistique, justement. Et, on a dû changer pas mal de choses une fois qu'on est retourné en septembre au travail, quand les collaborateurs ont recommencé à ouvrir petit à petit. En fait. Donc, du coup, vous avez pu, quelque part, prendre du recul, qui est parfois nécessaire, hein, finalement, pour penser à une organisation, à l'organisation numéro 2, qui finalement n'était pas Oui. prévue dans le plan 1. Voilà, exactement. Et en fait, on a dû pas mal changer notre logistique opérationnelle suite à ce problème de fermeture et de timing, en fait, parce que quand on a recommencé à travailler, les collaborateurs n'ont pas forcément recommencé à travailler en même temps, et donc certaines choses qui devaient être faites en premier n'ont pas pu être faites en premier, ce qui a pas mal changé les choses. Et également, on avait prévu au départ d'aller travailler avec les collaborateurs, en fait, et donc de suivre vraiment le travail de près, ce qu'on n'a pas pu faire parce qu'on était coincé en Angleterre. Donc, on ne pouvait pas rentrer en France, il aurait fallu qu'on fasse une quarantaine à chaque fois. On ne pouvait même pas se déplacer vraiment à l'intérieur de l'Angleterre. On avait des collaborateurs qui ne pouvaient pas recevoir. Donc ça a vraiment changé de beaucoup de choses et on s'est aperçu qu'il fallait qu'on repense complètement notre façon de penser et de développer la technologie, et qu'il fallait vraiment qu'on internalise la grosse majorité de notre technologie. Donc on a complètement changé nos plans, ce qui fait que bon, on a malheureusement dû arrêter de travailler avec certains collaborateurs, mais en se disant que peut-être quand on aura vraiment pris le contrôle interne de ces procédés, on pourra retourner et essayer de travailler avec eux de façon à maximiser ces procédés, en fait. Alors, quelque part, pour bien comprendre, vous aviez une organisation qui était une organisation un petit peu éclatée, avec des collaborateurs qui n'étaient pas sur place à Oxford et d'autres, si j'ai bien compris, un partenariat avec Bordeaux. Vous avez dû repenser tout cela, et finalement, ça vous a fait, parce que c'est un choix qui est clairement stratégique, vous y étiez donc un petit peu externalisé, en organisation un peu externalisée, avec des partenaires avec de multiples compétences, je suppose, un peu à droite et à gauche géographiquement. Et là, vous avez dû faire le pivot et réorganiser et réintégrer en interne, finalement, le gros de la production et de vos process techno pour les avoir sous la main. Oui. Et ça, c'est très intéressant. Voilà. Donc, vous avez dû opérer ce changement important. C'est ce que vous retenez principalement, cette réorganisation logistique et de la production de la crise de la pandémie? Ah oui, complètement, ouais. Ouais. Je pense que sur le long terme, je pense que ça sera bénéfique, en fait. D'accord, Parce très que bien. ça nous ouvre plus de portes, on est un petit peu moins coincé, en fait, dans ce qu'on peut faire, hein, et ça nous met dans une position de force, en fait, parce qu'on aura la possibilité de vraiment comprendre tout ce qu'on fait et du coup de pouvoir mieux collaborer dans le futur. Alors voilà, j'ai envie de dire, c'est encore une fois votre capacité, alors vous et vos équipes évidemment, mais quand même, vous êtes à l'origine en tant que CEO, vous avez pris du recul, vous êtes posé, vous avez réfléchi, et comment on peut faire pour justement surmonter cet obstacle. Donc voilà, ça fait partie des caractéristiques d'un CEO, d'une entrepreneuse, lorsqu'elle est confrontée à un obstacle. Comment elle le retourne, et finalement, après coup, vous trouvez que ça a un réel avantage stratégique finalement d'avoir opéré cette réinternalisation des choses. Et là maintenant, donc vous êtes plus fort parce que vous avez dû. Donc comment faire d'une contrainte externe, comment en faire une force en fait finalement.
Ouais, Et ça, c'est ouais. très intéressant. Dans l'esprit d'un entrepreneur, à mes yeux, c'est une bonne approche, Mais une pour moi, caractéristique ça d'un reste quand entrepreneur. même un travail d'équipe. C'est pas tout, ça repousse pas tout sur moi, je pense. C'est vraiment un travail d'équipe où on discute des problèmes, on discute de ce qui, des obstacles auxquels on fait face et on regarde quelles sont nos options et on travaille ensemble de façon à pouvoir implémenter des plans qui nous seront bénéfiques dans le futur. Donc, c'est vraiment à la suite de discussions internes et pas juste mes décisions, on va faire ça. Oh, bien sûr, bien sûr. Ça marche pas très souvent. La dictature dans les startups, ça marche pas très souvent. Non, puis Mais, je pense mais que j'ai une équipe qui fonctionne très bien. Laure est vraiment formidable et c'est vrai qu'on fonctionne très bien ensemble et du coup, ça rend les choses beaucoup plus faciles à gérer. d'où ce bon feeling au démarrage en janvier 2020 de s'associer avec ces personnes aussi. C'est quand même aussi une caractéristique, c'est-à-dire que vous aviez senti en collaborant et aussi parce que vous les connaissiez par avant. Oui, ouais, ouais. Non, c'est sûr. Non, il faut. L'équipe, pour moi, l'équipe change tout. C'est vraiment, on peut avoir un projet formidable et une équipe catastrophique qui va tout casser en fait. Et Oui, oui, oui. rien que d'avoir l'équipe, c'est bon pour le moral, c'est bon pour tout. C'est vraiment très très important. Merci pour ces précieuses réponses. Pas de problème. Stéphanie, une question importante pour les startups biotech, c'est le financement. Est-ce que vous voulez nous parler un peu du financement d'Oxford Silk Phage Technologies, comment s'est fait le financement de l'entreprise au démarrage, et puis est-ce que vous êtes ouvert à une levée de fonds et pour financer quelle activité, quel point à venir le plus important aujourd'hui nécessite un financement externe? Oui, donc le financement, je pense que c'est un sujet en permanence dans l'esprit d'une startup. Enfin, on passe sa vie à chercher des fonds, c'est un peu le sentiment. On court après l'argent en permanence, c'est vrai. En fait, comment on a démarré avec mon cofondateur, on a investi pour les premiers mois, donc de façon à pouvoir démarrer directement en janvier. Puis on a eu le premier investissement donc de notre premier investisseur. Qu'on a pu, sur lequel on a pu ajouter des subventions, donc des subventions régionales grâce au Covid, quelque part, qu'on n'aurait pas eu autrement, mais aussi des subventions de l'Union européenne, qu'on n'aura sûrement plus trop dans le futur. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a réussi en fait à mettre bout à bout et à dérouler les plans que nous avions prévus. Là, nous en sommes arrivés à un point où nous avons effectivement besoin à nouveau de financement. Nous avons besoin de 250 000 livres cette fois, donc un petit peu plus quand même. Et donc, je suis en train de travailler là-dessus en ce moment. Comme je peux, hein, parce que je suis réduite à 2 jours par semaine, donc c'est pas facile. Et puis voilà, donc ce qui nous faut maintenant en fait, c'est de pouvoir obtenir notre preuve de concept avec un premier produit. Donc ça c'est le but pour la prochaine étape. Et puis bien sûr de continuer à peaufiner notre route réglementaire, notre plan clinique, tous les plans que nous avons. Qui est quelque chose que nous allons en permanence continuer à peaufiner. Mais c'est vrai que cette deuxième année sera particulièrement intéressante pour ça. Et pour ce nouveau tour de table, vous cherchez quelle typologie d'investisseurs? Plutôt business angels ou plutôt institutionnels comme des sociétés d'investissement? Plutôt business angels. Pour le stade auquel on est et pour le montant dont on a besoin, ça sera des business angels. Alors, si j'ai bien compris, aujourd'hui, vous voulez financer la preuve de concept ou tout du moins sa finalisation, arriver à avoir une POC
Et vous avez besoin de 250 000 livres. Voilà, c'est ça. D'accord. Et la prochaine étape, vous avez une idée ou comment vous pensez votre futur proche après cette preuve de concept? Vous parliez justement d'aller sur des essais. Alors, quels sont les coûts pour des personnes qui, comme moi, ne sont pas forcément spécialisées dans le domaine des biotechnos? Euh, comment vous voyez, vous, votre prochaine étape après la preuve de concept? Donc après la preuve de concept, en fait, ça sera l'étape intermédiaire avant de pouvoir accéder aux essais cliniques. Donc c'est tout le travail qui permettra de démontrer que le matériau est sans danger pour le corps humain, qu'il est efficace. Donc c'est toute une batterie de tests en fait qui démontrent, qui regardent la dégradation, qui regardent la biocompatibilité, et puis bien sûr continuer à démontrer le côté antibactérien dans différents modèles avant d'arriver à l'étape clinique chez l'homme en fait. Donc ça sera tout le prochain bloc des 3 prochaines années. D'accord. Alors, vas-y, Harry, je t'en prie. Non, je t'avais dit, vas-y, et je conclue. Alors, la question magique, est-ce que si vous aviez eu plus de fonds, vous pensez que vous auriez fait plus et plus rapidement? Pour cette première année? Oui. Je réfléchis. Vu les circonstances, pas cette première année, je pense pas. Je pense qu'on a fait tout ce qu'on aurait pu faire pendant cette première année. Parce que ma question derrière, c'était souvent en effet, hein, vous avez dit parce que c'est important. Par ailleurs, c'est vrai que cash is king, mais finalement, je voulais vous mettre en perspective. Vous avez dit à plusieurs reprises, souvent c'est une course à l'argent. On passe beaucoup de temps à chercher des fonds, et puis avec un peu de recul, en reformulant la question, en vous posant cette fameuse question, si vous aviez plus, est-ce que vous auriez fait plus encore et plus rapidement? Finalement, voilà, vous vous dites que, donc quelque part, c'est aussi pour mettre en avant le fait que souvent, être focus sur le développement de son travail, de son produit, et finalement avec peu, entre guillemets, de moyens, mais souvent, ça oblige à avoir d'autres stratégies à faire bien avec peu. Et ça aussi, c'est toute la force d'une équipe comme vous l'avez, une équipe bien constituée, une belle équipe, de trouver ses ressources et finalement de tenir son plan et de faire ce qu'on voulait faire avec les premiers fonds que vous avez mis personnellement, que le deuxième investisseur, votre ami avocat, qui l'a mis ensuite. Donc, vous voyez, finalement, c'est ça qui est toujours intéressant. On a souvent besoin, les entrepreneurs ont souvent besoin et envie d'avoir plus d'argent, mais finalement, quelque part, on dit ici en ce moment, c'est une stratégie financière frugale. Voilà. C'est ce paradoxe. Hein. C'est pas toujours effectivement facile à conserver dans sa tête, dans son esprit, toujours ce juste équilibre. Mais vos réponses sont très intéressantes. Je dirais oui et non en fait, parce que donc non, on n'aurait pas forcément pu faire beaucoup plus en 2020, mais par contre, si on avait eu plus d'argent, ça veut dire que là, on aurait déjà ce qu'il nous faut pour continuer, et du coup, on aurait pu continuer dans la lancée. Et le problème en étant toujours en train de courir après l'argent, c'est d'avoir ces temps un petit peu morts au milieu. Oui. On est en pause, où on attend de voir si on va pouvoir continuer. Donc, il faut continuer à faire des plans, il faut continuer à faire des budgets, mais on ne sait pas si on pourra utiliser ces plans et ces budgets. Et en fait, si on avait l'argent, on n'en serait pas là et on pourrait, d'une traite, continuer ce qu'on avait prévu de faire.
voilà, c'est dans ces espèces de temps intermédiaires où là, Ouais, effectivement, le cash vous manque parce que vous êtes dans un moment où vous avez besoin de ce cash maintenant, finalement. Et donc, le fait de pas l'avoir maintenant, là, effectivement, ça vous fait défaut. Ça vous fait défaut, voilà, encore une fois, dans ce que vous auriez pu avancer de manière idéale. voilà. Voilà. Donc c'est toujours dynamique en fait, hein, évidemment, rien n'est continu ou linéaire, c'est toujours une espèce de dynamique entre le moment où il faut avoir l'argent et le moment où on a l'argent, et puis parfois on a de l'argent, mais finalement on ne peut pas non plus aller plus vite que la musique, donc c'est toujours ce juste équilibre qu'il faut trouver. Ouais, ouais. Mais c'est vrai, enfin, c'est vrai que d'un autre côté, hein, si on avait eu vraiment tout l'argent qu'on voulait en 2020, ça veut dire qu'on n'aurait pas été obligé de se mettre en pause, par exemple. Quand on aurait pu continuer à faire du travail en laboratoire quand les autres se sont fermés. Alors que là, c'était pas possible parce que ça voulait dire que si nous, on continuait à travailler pendant ce moment-là, et que les collaborateurs réouvraient au bout d'un moment, nous, on n'aurait plus eu de salaire pour se payer. Donc, les essais se seraient faits, mais sans nous. Donc, oui et non. En fait, quand je dis qu'on n'aurait pas pu faire plus, quelque part, c'est pas vrai. On aurait pu continuer à travailler, nous, en interne, euh, euh, quand tout le monde s'arrêtait autour. Donc, mais oui, le gros problème, c'est vraiment ce temps mort entre chaque levée de fonds qui est difficile parce il faut pouvoir garder les gens qui travaillent avec nous. Hein, et c'est pas facile de devoir dire bah, on n'a pas encore les fonds, faut qu'on attende encore un petit peu pour savoir. Ouais, c'est pas facile. Alors, une petite dernière question là-dessus, et puis ensuite je pense qu'on va conclure, Harry. Aujourd'hui, comment recherchez-vous ces fonds, tout simplement? C'est vous qui finalement avez ce rôle, vous en discutez encore tous ensemble et vous contactez chacun vos réseaux par-ci par-là, qui prépare le pitch pour les investisseurs, comment organisez-vous votre levée de fonds là, vos recherches de fonds? Donc la levée de fonds, ça c'est mon rôle. Donc c'est vrai que je fais ça. Je fais le pitch, je fais le business plan, je cherche les investisseurs, je vais voir les investisseurs. Donc ça c'est entièrement mon rôle en fait. Et bon, voilà, en ce moment, donc on est limité dans le temps qu'on peut travailler une fois de plus. Mais tout mon temps de travail est investi dans la levée de fonds. Si je peux Très apporter bien. une note positive sur votre levée de fonds, l'Angleterre et particulièrement les villes universitaires aussi prestigieuses qu'Oxford ou Londres ont un réseau très actif de business angels. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que les investissements de business angels en Angleterre, notamment grâce à des dispositifs fiscaux, c'est très très dynamique. En plus, ils ont un marché boursier qui permet, on dirait, d'aspirer tout l'écosystème startup par le haut. Qui manque un peu à l'Europe continentale. Bon, je pense que vous êtes sur la bonne voie pour faire les grosses annonces dans les années futures. De façon intéressante, en fait, Oxford n'est pas l'endroit le plus facile pour lever des fonds. D'accord. Ça fait mal à dire, mais apparemment Cambridge est une meilleure pour les levées de fonds. Ça fait très mal. Vos collègues de Cambridge. Voilà, c'est vrai qu'il y a un réseau à Oxford, mais c'est un réseau qui n'est pas forcément très bien interconnecté. Il y a un gros réseau pour financer les spin-outs de l'université, par exemple. Nous, on est presque un petit peu à part parce qu'on n'est pas une spin-out. Et en fait, c'est assez rare que les entreprises ne soient pas des spin-outs à Oxford en particulier. Donc, c'est vrai qu'on bénéficie d'un statut un peu différent. Et puis, on est aussi déjà dans les antibactériens qui reçoit moins de fonds, qui reçoit même maintenant toujours moins de fonds. Et puis, c'est un projet à long terme qui est plus risqué que, par exemple, une application qui serait sur le marché avec des revenus dans 2 ans. Donc, ça reste quand même
particulièrement difficile d'attirer les fonds nécessaires pour ce genre d'entreprise. Mais Alors, on s'accroche. ça fait toujours un peu, Madame Irma, au futurologue, cette question, mais avez-vous une idée, j'ai envie de dire, si pour citer Hannibal Smith de l'agence au risque, si votre plan se déroule sans accroc, avez-vous une idée à partir de quand vous allez générer vos premiers chiffres d'affaires, vos premières ventes, et donc du coup, à quel moment vous allez pouvoir générer des revenus pour espérer une rentabilité et donc du coup à faire tout ce travail de retour sur investissement, vos investisseurs, etc. Dans votre business plan, vous présentez quoi à vos investisseurs aujourd'hui qui investiraient maintenant? Quel serait leur horizon de sortie? Disons que revenus, si je disais quand est-ce qu'on aurait des revenus, ça serait d'ici 9-10 ans. Mais ce n'est pas forcément notre vision, en fait. Notre vision, c'est plutôt de laisser une grosse entreprise gérer ça, comme ils savent bien le faire, et du coup, d'offrir une sortie plutôt aux investisseurs, donc avant revenu. Lorsqu'une Big Pharma rentrerait finalement. Finalement, voilà, c'était la question. Quel est l'avenir de votre startup aujourd'hui? Je pense que c'est une décision concertée, mais pour vous, l'avenir de votre startup, c'est le rachat par une Big Pharma. Oui, exactement. Voilà. Très bien. C'est la vision. Très bien. Merci pour cette réponse et de nous avoir donné la vision de votre startup. Merci infiniment, Stéphanie. Maintenant, si vous me permettez une question, on va dire, plus générale pour donner envie aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes scientifiques et ingénieurs de se lancer dans l'aventure Startup Big Tech, quels conseils vous leur donneriez et à quoi ils devraient faire attention dans la phase de maturation de l'aventure? Les conseils que je donnerais, c'est de travailler sur quelque chose dont on est passionné et de travailler avec passion, parce qu'on y passe beaucoup de temps et il faut vraiment avoir cette envie qui vient de loin, à l'intérieur, qui nous motive, de se dire que on est fasciné par ce qu'on fait et c'est quelque chose qui va marcher. Donc la passion est vraiment très importante pour tenir la route longtemps. Je dirais qu'il faut avoir le goût du risque, le goût de l'aventure, et un risque calculé, mais je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir exactement tous les petits détails d'alignés sur le papier jusqu'à la dernière virgule, parce que si on fait ça, en fait, on ne se jettera jamais. C'est comme si on se dit on va aller habiter en Australie, oh mais il y a la barrière de la langue, oh la culture, et s'il se passe ci, et s'il se passe ça, on ne prend jamais l'avion. Donc en fait, au bout d'un moment, quand l'idée est suffisamment claire, quand on a assez d'expérience et une bonne équipe derrière, il faut fermer les yeux, se dire que ça sera difficile, mais qu'on gérera les choses quand elles viendront, et il faut sauter à l'eau. Donc ça, je pense que c'est très important. Je vais rebondir sur votre métaphore du voyage en Australie. Donc je dirais aux jeunes, si vous voulez partir en Australie, n'apprenez pas la langue d'abord pour ensuite prendre l'avion, prenez l'avion et apprenez la langue sur place. Oui, c'est ce que j'ai fait au Cambodge d'ailleurs. C'est ça. C'est exactement ce que j'ai fait. C'était une belle métaphore, effectivement. Prenez l'avion d'abord et vous réagirez, vous adapterez à l'atterrissage. Mais n'essayez pas de vous adapter avant de monter dans l'avion. Vous aurez 24 heures pour apprendre la langue. Ça pourrait être assez. Ouais. L'autre conseil qui vient un peu de pair avec le risque, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se planter, en fait, si je peux dire. On n'apprend jamais plus que par les erreurs qu'on fait. Et ce qu'on apprend vraiment en faisant des fautes et en se plantant est énorme, nous permet d'aller plus loin, plus vite la fois d'après. Et c'est vrai qu'on a toujours cette peur de ne pas réussir. Il ne faut pas penser à ça. Hein. Mon président m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué une fois, c'est que ce n'est pas le nombre de fois qu'on tombe qui compte, c'est le nombre de fois qu'on se relève. Et tant qu'on se relève une fois de plus que le nombre de fois qu'on est tombé. Et je trouve que c'est particulièrement vrai dans l'entrepreneuriat. Et en fait, il faut regarder ça un peu comme une balle rebondissante.
en permanence et on sait qu'on va toucher le fond beaucoup de fois, mais on sait qu'on va aussi remonter systématiquement. Et il faut réfléchir à toutes ces fois où on est remonté après avoir touché le fond et se dire qu'on continue, en fait, on ne s'arrête pas. Il faut être flexible, je pense, et ne pas avoir peur d'adapter ses plans, d'adapter sa stratégie. Et ça, c'est quelque chose de très important aussi. On l'a vu cette année, hein, forcément. Mais il ne faut pas aller avec une idée en tête en se disant ça sera ça ou rien du tout. Parce que les opportunités vont faire que les plans vont changer, les circonstances vont tout chambouler, le budget. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait un budget aujourd'hui que dans 3 mois, le budget sera le même. Et il faut savoir prendre ces opportunités, en fait. Je pense qu'il faut rester positif au maximum. Et ça, c'est vraiment difficile, hein, surtout cette année. Mais il faut vraiment se forcer à voir les choses du côté positif et à rester positif. Et quelque chose qui aide beaucoup avec ça, je pense, c'est d'avoir un mentor ou un coach. Je préconise vraiment de voir quelqu'un une fois par mois qui puisse nous aider à avoir cet aspect, à voir les choses de façon extérieure et à garder la positivité et la motivation, en fait. Ça, c'est très important. Qui joue ce rôle de mentor pour vous, Stéphanie? Donc moi, j'ai plusieurs personnes. J'ai eu une amie de mes parents, en fait, qui a changé ma carrière depuis le début d'ailleurs, et qui est extraordinaire. S'il y a besoin de contact. Il y a une adéquation mentor et mentoré, qui se fait. Je veux dire, il y a une chimie aussi qui doit s'installer. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à changer ou à tester, entre guillemets, surtout. Bon, là, c'est une recommandation ou c'est quelque chose de lié à quelqu'un que vous connaissiez, mais souvent aux start-upers, on leur dit cherchez des mentors, sous-entendu, cherchez quelqu'un qui connaissent le business, qui connaissent votre industrie, pour qu'ils vous mentorent sur le plan de business. Mais il faut qu'aussi la chimie des relations humaines se fasse et que là, Loïc, je pourrais, il pourra rebondir là-dessus plus facilement que moi, mais il faut vraiment qu'il y ait double alchimie, business et aussi coaching, on va dire, humain. Oui, et en fait, et je pense qu'il y a deux types de mentors aussi, ou coach. Donc, il y a ceux qui sont plus officieux, donc qui sont des gens avec qui on s'entend bien et qui nous donnent des conseils. Donc, par exemple, mon président, que je connais depuis quasiment 10 ans, était quelque part un mentor pour moi. J'allais discuter avec lui régulièrement avant et en fait, je m'entendais très bien avec lui et je lui ai demandé d'être président parce qu'il avait aussi l'expérience parfaite pour notre entreprise. Donc ça, c'est le côté plus officieux. Et après, ce coach, donc cette dame française qui est extraordinaire, ça, c'est de façon plus officielle. Donc, c'est vraiment sa vocation. Et c'est vrai que j'ai travaillé avec elle depuis mon retour au Cambodge, en fait. Mais c'est très, très important. C'est vraiment important. Et on oublie facilement. Quand vous dites officiel, est-ce qu'on peut entendre, moi j'ai entendu, alors vous me dites si je me trompe, mais moi j'ai entendu que cette personne, cette dame, c'est plus un coach personnel, de développement personnel, de mise en confiance, et alors que votre président, peut-être quelqu'un d'expérimenté aussi, que vous connaissez depuis un petit moment, donc il y a ce degré de confiance-là qui est important, mais il est peut-être plus sur le côté, j'ai envie de dire, pro que perso finalement. Oui. Hein, voilà, c'est ça l'articulation. Spot on, comme on dit en anglais. Très bien, très bien. Non, c'est exactement ça. Très bien. Et c'est important d'avoir les deux. C'est ce que disait Harry aussi. Ce mentoring et de l'expertise métier. Donc, quelqu'un qui a de l'expérience métier, qui connaît les entreprises, qui connaît les acteurs d'un marché, comment ça fonctionne, qui va puis pouvoir vous dire attention, là, danger, attention, là, tu peux y aller. Ça, c'est très, très important, évidemment. Même si, pour moi, ça doit rester le cœur, le feeling de l'entrepreneur
savoir où il va, cette volonté d'acier, cette vision de savoir amener l'enthousiasme à ses collaborateurs, on va là-bas et on y va et on va réussir à franchir la montagne. Le côté coach, expert métier est plus là pour, en tant que vieux briscard quelque part, apporter les petites ficelles, les choses qu'il sait que en tant qu'entrepreneur, nous, on aurait tendance à foncer vers un truc. Il va nous dire, mets un petit peu la pédale de frein, prends le virage comme ça. J'adore la moto, donc je fais des analogies avec la moto. Et alors qu'un coach personnel va être quelqu'un d'intime, qui peut-être ne connaît rien du tout à votre business, mais qui va plus vous connaître, vous, en tant que personne, savoir vous remonter le moral. Et ça, un entrepreneur a beaucoup besoin. Certaines personnes ici, connues un petit peu comme les loups blancs, et en Europe, à Berlin, Paris, diraient qu'un entrepreneur a besoin d'amour. Et voilà. Et ça, c'est important, de soutien. Non, c'est critique, justement, pour pouvoir garder la tête hors de l'eau en permanence. Donc, et alors, ça arrive en France, il y a beaucoup de gens qui œuvrent pour ça, mais le coaching, comme vous le disiez, d'ailleurs, vous avez fait la différence, hein, vous avez parlé d'un coach, c'était cette dame qui vous coach plus personnellement, et vous avez parlé d'un mentor qui est votre président, le côté expert métier, et le coach, vous l'avez utilisé à la manière d'un coach personnel, comme dans le monde anglo-saxon. En France, on y travaille, mais cette importance du coaching, développement personnel dans la dimension de l'entrepreneuriat, on l'a beaucoup sous-estimé jusqu'à maintenant. L'entrepreneuriat, c'est un sport de haut niveau et comme tout aspect de haut niveau, il faut être entouré aussi bien sur le plan athlétique et technique et sportif que sur le plan psychologique. Donc, effectivement, c'est les deux dimensions. C'est un sport de haut niveau. Bourdieu disait la sociologie est un sport de combat et il faisait référence au judo en particulier, se servir des forces de l'adversaire, donc des forces en réaction aux événements extérieurs. Et on pourrait dire que pour l'entrepreneuriat, c'est du total fight, quoi. C'est du MMA. Hein, voilà. Ça vient de tous les côtés. Bon, écoutez, je pense qu'on va conclure ici. Merci infiniment Stéphanie, ce fut un plaisir de vous recevoir et de nous entretenir avec vous et de connaître votre aventure à travers Oxford Silk-Phage Technologies, je le rappelle, une superbe start-up de biotechnologie basée à Oxford. Donc je rappelle aux auditeurs et aux internautes qui visionneront ces vidéos qu'on mettra tous les infos sous les vidéos ou dans le site web si vous voulez rentrer en contact avec Stéphanie pour en savoir plus. Et vous connaissez la chanson, vous likez, vous partagez. Et vous partagez avec tous ceux que vous connaissez. Voilà. Merci infiniment. Merci encore. Merci Stéphanie. Et puis à bientôt. Et plein de bonnes choses pour votre aventure. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.